les bouquinotes, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour de Julie Carnet Stylo. Écoutez, il y a eu une petite période où j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais pas disponible et puis je lisais un petit peu moins. Donc voilà, je reviens aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai faits et aussi vous parler de mes dernières lectures. Voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Alors le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Il faut savoir que j'ai lu tous les livres de cette autrice depuis le début. Elle en sort généralement un par an à peu près. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan, passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Voilà, donc en fait c'est une histoire assez mystérieuse, c'est quand même un bon pavé. Hein. Je l'ai trouvé assez différent des romans de l'autrice, avec peut-être un peu plus de légèreté, un questionnement un peu sur la vie, quand on a une vie bien installée. Là, on suit en fait une romancière qui est en panne d'inspiration, qui en fait végète un peu dans sa vie et qui va en fait trouver ce moyen-là, c'est-à-dire de recréer l'histoire de Lino pour revivre et renaître un peu dans sa vie qu'elle trouvait assez calme et, et pathétique. Enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais voilà, une vie où elle se retrouvait plus, quoi. Et en mal d'inspiration, surtout. Donc voilà, donc, alors c'est un roman assez... Enfin, moi, je le qualifierais de feel good, pas du tout du point de vue négatif. C'est une jolie histoire qui se lit relativement bien. Alors, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y avait des livres de l'autrice que j'ai beaucoup plus aimés. Mais voilà, l'histoire est jolie, voilà. Écoutez, en tout cas, ça fait un bon roman pour l'été. Alors là, maintenant, je vous embarque avec moi pour une thématique que je qualifierais de santé mentale. Parce que j'ai lu À retardement de Franck Tillier, auteur dont j'ai lu tous les livres depuis ses débuts, avec, j'avoue, des gros coups de cœur, des petits flops, des livres que j'ai moins aimés. Mais vraiment, celui-là, j'ai bien fait de le lire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Seine-Saint-Denis, à 50 km de là. Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale, ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? Voilà, du grand Franck Tillier. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, j'avais vu, avant de lire, d'acheter le livre et de le lire, j'avais vu un reportage sur cet écrivain. Il a l'habitude, en fait, comment dire, de faire des immersions dans des lieux où il va créer son histoire afin de mieux connaître le contexte dans lequel il va faire évoluer ses personnages. Là, entre autres, dans le reportage, on le voyait aller dans une unité pour malades difficiles. Donc, c'est une unité en psychiatrie où il y a des patients avec des histoires assez lourdes. Et ce sont généralement des unités fermées. Et du coup, on sent, quand il décrit en fait les scènes, on sent effectivement qu'il s'est imprégné des lieux qu'il a visités.
Cette histoire est vraiment, incroyable parce que jusqu'au dernier moment, bah, en fait, on se fait avoir, quoi. Donc voilà, moi je suis une grande fan de ces livres. Je les trouve toujours hyper documentés, en termes de science, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va survoler une thématique, il va vraiment se documenter et aller à fond dans les recherches, ce qui permet du coup d'avoir un roman qui tient la route, où rien n'est laissé au hasard et vraiment, enfin moi je trouve que c'est un auteur, qui mérite effectivement de sortir un livre par an, quoi. Toujours dans cette, problématique santé mentale, j'ai lu, Intérieure nuit de Nicolas Demorand. Alors, Nicolas Demorand, c'est un présentateur radio, il anime la matinale là, sur France Inter, depuis quelques années maintenant et du coup, il a écrit, un livre, vous voyez, qui est publié chez Les Arènes. La de couverture est devant. C'est juste un bandeau. Les événements racontés dans ce livre se déroulent sur plus de 20 ans. Pendant toutes ces années, je me suis tue. Aujourd'hui, j'ai écrit en pensant à toutes celles et ceux, des centaines, des milliers, peut-être des millions, qui souffrent en silence du même mal. Voilà, alors il faut savoir que Nicolas Demorand parle de son errance médicale et des déconvenues qu'il a pu avoir pendant des années face à un système de santé qui ne l'écoutait pas, qui ne le comprenait pas, qui le traitait de manière aléatoire, le mettant parfois en grande difficulté. Alors, il est atteint de bipolarité, de troubles bipolaires, de ce qu'on fait une maniaco-dépression. C'est un livre qui est assez court, mais qui est très intense. Le rythme d'écriture est très jeté à la volée parce que on sent que ben voilà, c'est tout frais, c'est quelque chose qui le bouscule. On sent aussi la colère face à toute cette incompréhension qu'il peut y avoir autour de sa situation. Alors il faut savoir qu'il explique bien, hein, la bipolarité, c'est des phases où il y a vraiment des moments où les gens sont très hauts, c'est-à-dire euphoriques, ils peuvent dépenser à outrance, enfin voilà, et des moments où les gens ont des phases où ils sont vraiment dans le bas, avec des périodes dites dépressives. Voilà, et lui, c'est un homme public, donc il parle du regard qu'avaient les gens autour de lui, dans son métier, dans sa façon de travailler, mais en fait qui était lié plus ou moins à son état psychique et à sa pathologie. Alors c'est vrai que les maladies mentales, c'est quelque chose dont on parlait peu jusqu'à présent, et je trouve ça plutôt bien que ce soit évoqué aujourd'hui dans les médias, qu'il y ait des livres qui sortent autour de ça, que des personnes publiques prennent la parole, parce qu'il y a des tas de gens qui en souffrent et qui vont continuer à souffrir, d'autant qu'en ce moment, il y a des pénuries autour de certains médicaments pour ces patients-là. Ça touche d'autres pathologies aussi. Mais voilà, ça pose quand même question sur la prise en charge de la santé en France aujourd'hui et de ces pathologies-là, sachant qu'on sait très bien que la psychiatrie est un secteur relativement sinistré. Du coup, puisque je suis dans cette thématique-là, je vais enchaîner avec celui-là, qui est un livre de Philippa Motta, et c'est moi qu'on enferme. C'est publié chez Stock. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Ici, soigner, c'est prescrire. La confiance n'est pas un enjeu fondamental. La confiance est entre les mains des murs, des portes closes, des mots savants, des piqûres et des sangles qu'ils utiliseront pour me maîtriser si je me risque à exprimer le fond de ma pensée. Elle a 30 ans quand elle est internée sous contrainte dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est un peu le même genre, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais elle va raconter aussi son histoire, c'est-à-dire c'est une autobiographie avec un parcours lié aux soins en psychiatrie. Voilà, je l'ai commencé, vous voyez, j'ai pas lu beaucoup, mais voilà.
Et autre achat, puisque j'étais dans la thématique, je me suis dit allez, on y va à fond. J'ai acheté, alors celui-là il a pas mal circulé, Mon vrai prénom est Elisabeth d'Adèle Lyon. Il est publié chez les éditions du Sous-Sol, qui n'est pas une maison d'édition que je connaissais forcément. Alors j'ai vu passer des avis, alors des très bons avis et des gens qui se sont arrêtés en cours de lecture. Je ne l'ai pas commencé, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. J'attends de voir un peu ce qu'il en est et de quoi il en retourne. Alors a priori, on suit une chercheuse qui va enquêter sur l'histoire de sa grand-mère qui avait été diagnostiquée dans les années 50 comme schizophrène. Voilà, je sais pas, je vais découvrir ce livre et puis je reviendrai vous en parler en fonction de ma lecture. Pour alléger un peu toutes ces lectures, j'ai craqué, et oui, parce que j'ai 5 ans dans ma tête pour le journal de Samuel, alors qui est illustré et écrit par Émilie Tronche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le dessin animé sur Arte, qui est relativement connu, et du coup, ils en ont fait un recueil illustré. Vous voyez ? Voilà. Donc on suit un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui a 10 ans et qui a des tas de problèmes. Voilà, c'est trop mignon. En même temps, ça parle de thèmes relativement forts, liés à la préadolescence, à la vie de famille, aux premiers amours. Voilà, c'est super à lire, c'est frais. Les dessins sont hyper simples et efficaces. C'est en noir et blanc. Voilà, écoutez, voilà, je me suis dit qu'il fallait un petit peu alléger tout ça. Alors ensuite, j'ai continué mes lectures audio avec Nextory. En fait, c'est un abonnement que je me paie moi toute seule comme une grande. Et j'ai lu Hunger Games, Lever du soleil sur la moisson. Alors, oui, je sais, je suis une grande fan de Hunger Games. J'ai vu tous les films, j'ai lu tous les livres. Voilà, et du coup, forcément, quand celui-là est sorti... Alors, j'avais pas forcément envie de l'acheter, parce que je les ai en poche, mais du coup, voilà, je m'étais dit que j'allais... en fait, il fallait que j'écoute ça. Voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Les fans absolus, il faut lire ce livre. À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des Jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leurs familles pour participer à ces jeux cruels sera doublé. Dans le district 12, Aimish Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et la survie de celle qu'il aime. Alors, quand le destin le désigne comme tribu, son monde s'écroule. Forcé de tout quitter, il est amené au Capitole avec 3 autres membres de son district, une amie qu'il considère comme une sœur, un parieur compulsif et la fille la plus prétentieuse de la ville. Alors que les jeux sont sur le point de commencer, Aimish comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre, que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Voilà, donc en fait, on suit l'histoire d'Aimish, qui est un des personnages récurrents qu'on voit dans les Hunger Games précédents. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était trop bien. Alors en audio, c'était super. Juste, il y a un truc qui m'a dérangée, c'est un début de chapitre, ou en fait, chapitre, je sais plus, il y avait une espèce de musique jouée au violon. Enfin voilà, à chaque fois, ça me surprenait, quoi. Voilà, mais j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante. C'est vrai qu'Aimish, c'est un personnage qu'on voit dans les précédents livres, mais qui apparaît. Enfin voilà, c'est un personnage important. Mais on connaissait un peu son histoire, mais pas à ce point-là. Et vraiment, j'ai trouvé que ça complétait la saga de manière magnifique, quoi. Voilà pour cette lecture audio. Et ensuite, j'avais envie de légèreté, hein, forcément, au milieu de tout ça. Et j'ai écouté en audio pareil, le dernier Aurélie Vallogne, La Fugue.
que j'ai aimé aussi parce que voilà, c'est toujours des romans relativement légers. Même si celui-là, j'ai trouvé quand même il posait pas mal de questions, notamment quand on est une femme. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, il est publié, c'est chez JC Lattès. On a tous eu envie de partir, de claquer la porte, de tout quitter. Inès, mariée, 2 enfants, arrivée à la moitié de la vie, se sent arrivée nulle part. Elle porte, gère, s'oublie et on l'oublie. Emprisonnée dans une existence qui ne lui correspond plus, un jour, elle part. Dans la solitude d'une nature sauvage, elle trouve un lieu à elle, une maison où le temps semble s'être arrêté et qu'elle décide de retaper. En pensant les cicatrices de la maison, Inès va recommencer à soigner les siennes. Parce que partir, c'est parfois la seule manière de se revenir. Alors voilà, vous avez compris l'idée, hein, c'est donc une femme qui fuit sa vie juste pour prendre une pause et réfléchir à ce que va être la suite de sa vie en fait. Voilà, alors j'ai aimé, hein, il y a beaucoup de personnages féminins qui gravitent autour d'Inès. L'écriture est toujours très fluide, agréable à écouter. Voilà, et puis effectivement, la fin est jolie. Écoutez, c'est du Aurélie Vallogne, quoi. Je pense qu'elle a pu approuver le fait qu'elle soit tout le temps en tête de gondole, quoi. Dans une lecture un peu moins légère, j'ai lu Xavier, mon frère présumé innocent, qui a été écrit par Christine Dupont de Ligonnès et Bertram de Verdun, publié chez HarperCollins. Alors, il faut savoir que ça peut être bizarre dit comme ça, mais je suis une grande fan de l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que je trouve cette histoire totalement incroyable. Je n'ai pas d'avis sur ce qui s'est passé, j'aimerais juste savoir en fait ce qu'il en est. Et là, en fait, j'ai trouvé intéressant de lire ce livre qui m'a été passé par une amie qui est aussi fan que moi de l'affaire, parce que cette fois-ci, on suit le point de vue de la sœur. Alors, au départ, je m'étais dit, ça va être un roman qui va forcément prendre la défense de ce frère, en fait. Et en fait, pas du tout. Elle est très pragmatique dans ce qu'elle livre dans ce livre, c'est-à-dire qu'elle va décrire ce qui s'est passé selon elle, avec quand même un étayage des faits qui ont été reconnus, des bouts de rapport, enfin voilà. Donc c'est un point de vue différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, qui n'est pas inintéressant, mais voilà, on est toujours aussi dubitatif à la fin concernant ce qui s'est réellement passé dans cette maison pendant ces soirs-là, quoi. Voilà, mais voilà. En tout cas, c'était un côté intéressant parce que ça donne une autre vision de l'affaire. Écoutez, on va en rester là pour cette fois-ci. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos, pouvoir continuer à vous parler de mes lectures. Je vous souhaite de passer en tout cas un bel été, du moins au début. Je ne sais pas si vous êtes en congé ou pas. En tout cas, profitez-en pour lire. C'est toujours agréable les lectures d'été. J'aime bien plutôt lire des trucs que je ne lirais pas en temps normal. Voilà, donc écoutez, faites-vous plaisir. À bientôt, au revoir.